vivons dans un cauchemar qui se déguise en progrès. Un système d'annihilation sans camp, sans barbelés, sans fusil, mais infiniment plus efficace. La destruction lente des repères, des valeurs, de l'intelligence et du courage. Le monde tel qu'il se présente n'est pas en crise, il est en opération, en programme, en manœuvre. Le projet est clair, désarmer les peuples, les affaiblir, les diviser, les anesthésier, puis les remplacer. Le niveau intellectuel moyen baisse chaque décennie, la capacité de raisonnement fond, la mémoire historique disparaît, le sens moral s'efface. Et pendant que les masses s'effondrent, des élites cyniques qui ne croient ni à la liberté, ni à l'égalité, ni aux droits de l'homme s'en servent comme outil pour dominer, légiférer et écraser. Le progrès n'est plus un but, c'est un alibi. La jeunesse est touchée dès l'école, dès l'écran, dès l'enfance. On l'encourage à changer de genre, à rejeter ses racines, à saboter son identité biologique. On glorifie les sexualités non reproductives, les comportements dysfonctionnels et on les brandit sur la scène mondiale comme nouvelle norme olympique. Ce n'est pas de la libération, c'est une castration programmée. Mais l'ennemi à votre niveau, comme vous le comprendrez plus tard, n'est pas à l'extérieur. Il est dans nos rangs, dans la haute bourgeoisie, dans les ministères, dans les rédactions, dans les loges. C'est un pouvoir invisible mais actif, néo-aristocratique, sataniste, tribal, qui détruit tout lien, tout socle et tout enracinement. Ce pouvoir n'est jamais donné. Il se prend et il se garde par le chantage, la peur et la dette. On vous a donné des droits sans vous dire qu'ils sont piégés. Le pseudo-droit divin permet aux États de violer le droit international sans conséquence. Des États qui s'arrogent le droit exclusif à la vengeance, à la guerre, à l'exception permanente, tout en imposant au monde un crédit de cruauté éternelle pour justifier l'injustifiable. Le chantage moral est devenu une arme diplomatique. Et pendant ce temps, les vraies victimes du terrorisme mondial sont les peuples prolétaires. Des centaines de millions de morts, des nations détruites, des régimes renversés, au nom d'un ordre mondial piloté depuis Londres par une élite idéologique satanique financée par le Trésor américain et les dettes imaginaires dont il nous impute le fardeau. Toute critique est punie. Toute parole est censurée. Combien de temps encore le bouclier mémoriel servira-t-il d'arme contre la vérité? Qui a le droit de parler? Qui a le droit d'exister? Qui a le droit de ne pas être d'accord? Aujourd'hui, une minorité domine idéologiquement, financièrement et culturellement près de 7 milliards d'individus en s'appuyant sur des manipulations idéologiques, religieuses, financières, écologiques, culturelles, politiques, médiatiques et diplomatiques. Ce n'est pas une question de nation, c'est une question de domination dynastique. Leur constitution, dans ses textes les plus obscurs, évoque une vision du monde où l'égalité et la liberté ne sont que des leurres servant à domestiquer les masses. Tous les peuples sans exception se retrouvent piégés par leurs élites, enfermés dans un rôle destructeur qu'ils n'ont pas choisi, mais qu'on leur impose sous la menace de l'anticonformisme et de l'antipatriotisme. Les 2 guerres mondiales ont été des tremplins historiques orchestrés de toutes pièces pour servir les intérêts de cette élite. La 3e, officieusement déclarée, n'échappera pas à cette règle. Les élites choisies sont corrompues, fragiles, malléables, chantageables. On ne promeut que ceux qu'on peut faire taire. Et ceux qui montent au sommet de leur étage paieront leur ascension par leur silence. C'est l'idiocratie qui gouverne, alimentée par le féminisme de plateau, le LGBTisme marchandisé, le jeunisme sénile et l'individualisme atomisé. La culture, la santé, l'économie, la famille, tout est démantelé. On remplace le droit coutumier par le droit froid, l'autorité du père par le contrat d'État, la hiérarchie naturelle par l'uniformité obligatoire. L'État n'est plus votre allié, il est l'outil d'une caste. Il synchronise les corps, rase les têtes, aligne les pères et les fils pour les faire marcher ensemble au pas. Comme chez les hoplites, pas de visage, pas de liberté, pas de recul, juste le tunnel, juste l'obéissance. Mais ce n'est plus un État enraciné, c'est un État managérial, transnational, bureaucratique, asservi au marché. Un État qui détruit les identités au nom de l'universalisme. Un empire profond qui détruit les États-peuples, les cultures et les mémoires. Depuis 1880, l'Occident et son complexe militaro-industriel ont provoqué plus de 500 millions de morts. Et maintenant, ils attaquent leur propre peuple. Ils minent l'État, ridiculisent la nation, dissolvent la famille, remplacent la transcendance par l'écran. Mais attention, l'histoire revient toujours. Le mythe du roi caché hante tous les peuples. Et quand la défiance atteint son point de rupture, alors vient le renversement. La mémoire se réveille et le peuple ne se sacrifie plus pour un État qu'il ne reconnaît pas. Quand le lien social est rompu, quand la langue est volée, quand la mémoire est falsifiée, alors vient la destruction totale. Il n'y a pas de liberté possible dans un monde où penser devient un crime, où comprendre devient une menace et où l'intelligence devient une maladie. Nous vivons une ère de grand sommeil orchestré, une époque où l'on rit de tout sauf de ce qui devrait nous réveiller. Pendant que la planète brûle sous les écrans, que les peuples crient sous les masques et que les enfants apprennent à se définir par des hashtags, le vrai pouvoir, lui, ne débat pas. Il programme, il calcule, il élimine. Bienvenue dans le plus grand théâtre d'ombre de l'histoire humaine. Un théâtre où les projecteurs sont braqués sur des farces, pendant que dans le noir se jouent des conspirations froides, calculées et millimétrées. Ici, on ne parle pas de reptiliens,
On parle de structures financières opaques, de stratégies d'ingénierie sociale, de gouvernance algorithmique, de réécriture de l'humain au nom du progrès. On parle du réel, celui qu'on ne vous montre jamais. Comprendre le monde, c'est déjà un acte de dissidence, car comprendre, c'est sortir du conditionnement. C'est voir que la démocratie n'est qu'une vitrine, que l'opinion publique est fabriquée, que les élites ne représentent personne sinon elles-mêmes. Le monde ne fonctionne pas comme on vous le dit. Il fonctionne précisément parce qu'on ne vous le dit pas. Depuis les écoles jusqu'aux algorithmes, tout est fait pour vous empêcher de penser en profondeur. Nous ne sommes plus contrôlés par la censure, mais par la saturation. Une avalanche de futilité pour vous empêcher de discerner l'essentiel. Orwell imaginait une société opprimée par la peur, Huxley, une société détruite par le plaisir. Nous vivons les deux à la fois. Pendant que vous débattez de sujets imposés, pendant que vous consommez vos propres chaînes, on vous prend votre mémoire, votre énergie et votre futur. Le but n'était jusqu'ici pas de vous tuer, c'était bien pire. Vous laissez vivant mais désarmé, anesthésié, désorienté. Une population sans discernement est plus facile à gouverner qu'une population rebelle. Alors on remplace la révolte par le confort, l'indignation par la distraction, la vérité par la version officielle. Ce reportage n'est pas une théorie, c'est un miroir, un cri dans le brouillard, une alarme dans le temple. Il ne s'adresse pas à ceux qui veulent encore croire, il s'adresse à ceux qui sentent au fond d'eux que quelque chose ne tourne plus rond. Ce que vous allez découvrir n'est pas un récit, c'est une dissection. Une dissection de ce que les familles dominantes savent depuis des générations, qu'un peuple privé de repères, de sens et de courage devient une simple variable d'ajustement dans l'équation du contrôle absolu. Alors asseyez-vous, mais ne vous attendez pas à du confort. Ici, il n'y a pas de happy ending, juste une vérité que l'on ne pourra plus désapprendre. Et une question qui entre à chacun. Sommes-nous encore des hommes ou sommes-nous déjà devenus les marchandises de notre propre extinction ? L'argent, le mot que tous prononcent, le faux Dieu que tous prient, le poison que tous boivent. La quasi-totalité de la population mondiale pense que le monde tourne autour de l'argent, que l'argent c'est le pouvoir, que l'argent c'est la liberté, que l'argent c'est la clé. Mais personne ne pose la seule vraie question. Qui imprime la clé ? Depuis la fin des accords de Bretton Woods, brisés d'un revers de main par Nixon en 71, l'argent ne repose plus sur rien. New prosperity is closely related to creating new jobs and halting inflation. We must protect the position of the American dollar as a pillar of monetary stability around the world. In the past 7 years, there's been an average of one international monetary crisis every year. Now, who gains from these crises? Not the working man, not the investor, not the real producers of wealth. The gainers are the international money speculators. Because they thrive on crises, they help to create them. In recent weeks, the speculators have been waging an all-out war on the American dollar. The strength of a nation's currency is based on the strength of that nation's economy. And the American economy is by far the strongest in the world. Accordingly, I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. Plus d'or, plus de limites, juste une signature et une croyance collective. Les banques centrales et au sommet la Banque mondiale créent de la dette habillée en richesse, du vide déguisé en valeur. On ne parle même plus d'économie, on parle de prestidigitation monétaire. Car l'argent moderne n'a de valeur que celle qu'on vous dit qu'il a. Il repose non pas sur des métaux, mais sur votre obéissance, sur votre confiance. Donc une illusion fragile, une illusion rentable. Ce jour-là, le 15 août 1971, Nixon ne signe pas simplement la fin de l'étalon or. Il donne naissance à une économie entièrement virtuelle, sans ancrage matériel, dont le seul carburant est la croyance collective. La dette mondiale a été multipliée par plus de 200, atteignant aujourd'hui près de 300 000 milliards de dollars. Une dette perpétuelle conçue pour ne jamais être remboursée, mais pour asservir. Alors posons-nous la vraie question. Ceux qui l'impriment sont-ils tout au-dessus de la chaîne alimentaire ? Évidemment que non. Ils sont les banquiers du trône, les intendants du vrai pouvoir. Car ceux qui dirigent ce monde ne courent pas après l'argent. Ils l'ont dépassé depuis longtemps. Ils possèdent l'imprimerie. Plusieurs familles ont pris le contrôle et sont au sommet depuis très longtemps. Les mêmes qui, par plusieurs tours de magie, ont réussi à faire de l'argent une distraction mondiale, même auprès de gens jouissant d'une certaine puissance mesurée. Ces familles comme les Rothschild, les Médicis, les Rockefeller, les Warburg, les Morgan ne sont pas simplement riches. Elles ont financé les deux camps de toutes les guerres, influencé des élections et modelé des traités. Leur pouvoir ne réside pas dans le capital, mais dans leur capacité à faire plier les États à leur crédit. En 2009, Lord Jacob Rothschild déclarait « La chose essentielle est de contrôler le crédit d'une nation ».
Cette phrase ne sort pas d'un film, elle a été prononcée dans un silence que seuls ceux qui savent entendre ont perçu. Ce dont il est question ici dépasse largement les États, qui ne sont qu'un masque, une vitrine. Le véritable pouvoir est ancien, impérial et occulte. Il est exercé par des ordres militaires maçonniques tels que l'ordre de Malte, l'ordre du Temple, l'ordre de la Jarretière et les jésuites. Ces ordres ne sont pas de simples organisations religieuses, ce sont des instruments de domination globale créés et dirigés par des familles aristocratiques millénaires. Les Massimo, les Médici, les Pallavicini, toutes prétendent hériter directement de l'Empire romain. Ça peut sembler fou, et pourtant ils ne s'en cachent même pas. Il suffit d'ouvrir les yeux. La symbolique impériale romaine est partout. La couronne de laurier héritée des Césars trône par exemple sur le logo même des Nations Unies. Un seul message clair. Rome ne s'est jamais effondrée, elle s'est transformée et elle gouverne toujours. La lignée des Médicis, par exemple, descend de Charlemagne, liant ainsi l'ancien empire romain à la dynastie impériale moderne qui dirige l'ordre mondial d'aujourd'hui. Pourquoi Londres ? Parce que c'est le quartier général de cet empire invisible. La Banque d'Angleterre, fondée par Guillaume d'Orange et William Paterson, tous deux liés aux Médicis, est l'épine dorsale du système. Ce n'est pas de la spéculation, c'est de l'histoire. Mais quand on relie les points, le tableau devient terrifiant de cohérence. Depuis la chute de l'Empire ottoman, et plus officiellement depuis 1945, ce réseau de pouvoir tire les ficelles en coulisses. Création de conflits, attentats, guerres, effondrement économique, une dialectique parfaitement rodée pour maintenir l'illusion du chaos et imposer un ordre planifié. Les élites visibles ne sont que des hommes de paille. Poutine a été mis en place par le MI6, Xi Jinping répond au CPIFA, et tous deux obéissent à des satellites coloniaux de Chatham House, le véritable cerveau de l'Empire. Et leur banque centrale, qu'il s'agisse de la Russie ou de la Chine, toutes deux sont soumises à la BRI qui elle-même répond à la couronne impériale. Les États-Unis ne font pas exception, leurs ordres viennent directement du CFR, c'est-à-dire du Council on Foreign Relations, encore un instrument de Chatham House. I made a mistake in presuming that the self-interest of organizations, specifically banks and others, were such as that they were best capable of protecting their own shareholders. Mais si l'argent n'est pas la monnaie d'échange du dernier étage de cette pyramide, alors qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui les intéresse vraiment ? Eh bien, ce qui les intéresse, c'est la monnaie d'échange suprême. Et cette monnaie, c'est vous, c'est nous, les masses, le bétail humain, les producteurs d'efforts, de consentement et de silence. Nous sommes le carburant d'une pyramide dont nous ne voyons jamais le sommet. Une pyramide de pression, d'ambition et de soumission, où chaque étage repose sur le dos de celui d'en dessous. Et tout en haut, dans l'ombre, les mêmes noms, toujours les mêmes familles. Ils n'ont pas besoin d'argent, puisqu'ils possèdent ce qui la crée. Ils possèdent le temps, ils possèdent ce qui possède les médias, ils possèdent les croyances et vos priorités. BlackRock, Vanguard, State Street, 3 fonds d'investissement qui à eux seuls contrôlent plus de 88% des plus grandes entreprises du monde. Médias, pharma, agroalimentaire, tech, de CNN à Pfizer, de Nestlé à Meta, tout converge. Ces fonds sont interconnectés, opaques et dirigés par les mêmes cercles d'influence. Ce ne sont pas des théories, ce sont des organigrammes et ils sont publics. Ils possèdent même l'opposition contrôlée. Pendant qu'ils vous servent des histoires à dormir debout complètement décorrélées de liens de cause à effet ou de viabilité comme les reptiliens, les Pléiadiens ou les Anunnaki, ils s'assurent que les esprits un minimum éveillés s'occupent avec des fables. Ceux qui cherchent la vérité sont donc envoyés dans un labyrinthe sans sortie, saturé de pièges mentaux, de distractions ésotériques et de fausses pistes volontairement amplifiées sur les réseaux. La dissidence organisée devient un outil de plus. Les forums, les vidéos virales, les chaînes alternatives sont parfois financées par ceux qu'ils dénoncent. Car contrôler la résistance, c'est s'assurer que la révolte n'atteindra jamais la cible. Même les gens comme moi servent à leur insu d'opposition contrôlée, puisque pendant que j'attire votre attention sur des faits qui de toute façon ne changeront en rien le pouvoir de main, ils laissent leurs pantins passer des lois qui vous occuperont encore un peu plus. Car oui, chaque étage de la pyramide repose sur celui d'en dessous, et l'étage le plus bas, c'est nous, les masses, qui si nous nous effondrons, alors tout s'effondre. Voilà pourquoi chaque étage est contrôlé à la perfection. En 2023, plus de 6000 lois ont été votées dans l'Union européenne sans débat public. Parmi elles, plusieurs textes validant l'identification numérique obligatoire, la surveillance automatisée des contenus, la centralisation des données médicales. Pendant que les citoyens s'échappent sur les réseaux, le système tisse sa toile, une ligne de code à la fois. Jedes Mal, wenn eine Website uns auffordert, eine neue digitale Identität zu erstellen, oder uns bequem über eine große Plattform anzumelden, haben wir in Wirklichkeit keine Ahnung, was eigentlich mit unseren Daten passiert. Und aus diesem Grund wird die Kommission demnächst eine sichere europäische digitale Identität vorschlagen. Eine, der wir vertrauen und die Bürgerinnen und Bürger überall in Europa nutzen können, um alles zu tun, vom Steuerzahlen bis zum Fahrradmieten. Eine Technologie, bei der wir selbst kontrollieren können, welche Daten ausgetauscht
und wie sie verwendet werden. Quand les tâches des rois qu'ils mettaient au pouvoir prenaient trop de place, ils les ont fait tomber avec des pseudo-révolutions, faisant ainsi d'une pierre deux coups, mettre de nouveaux pions au pouvoir et permettre au peuple d'exprimer sa rage sanguinaire. La Révolution française, déclenchée par une population affamée, manipulée par des pamphlets anonymes, alimentée par une presse orchestrée par les élites, pour finir avec une nouvelle caste d'élus, parfois encore plus répressive que la précédente. Même le soulèvement arabe, adulé pour sa spontanéité, fut canalisé par des puissances étrangères dès les premiers jours. Mohamed Bouazizi, le jeune Tunisien qui en s'immolant allait déclencher sans le savoir le printemps arabe. C'était le plus important, clairement, dans les affaires internationales. Cette année, évidemment, ce furent les révolutions arabes, un mouvement qui a commencé en Tunisie. Toutes les vieilles dictatures sont tombées. D'abord Ben Ali, ensuite ça a été Moubarak en Égypte, ensuite, après une insurrection violente aidée par l'Occident, Kadhafi en Libye, le président Saleh au Yémen, et tout le monde pense que le régime de Bachar al-Assad, on n'a pas pour longtemps. Ça a commencé par une révolution démocratique d'une jeunesse plutôt scandalisée avec le rôle des blogueurs, et ensuite, seulement ensuite, le mouvement des frères musulmans a pris le relais, qui considère que la loi de Dieu est supérieure à la loi des hommes. Et quand les tâches qui contrôlent les banques prenaient trop de place, ils l'ont fait tomber avec des scandales médiatiques. Accueil mouvementé pour Dominique Strauss-Kahn. À son arrivée au palais de justice de Lille, l'ancien président du FMI a vu un groupe de Femen se jeter sur sa voiture. Le début d'une journée compliquée pour DSK. La première où il comparaissait à la barre dans le procès du Carlton démarré depuis une semaine. Devant les juges, il a conservé sa ligne de défense. Il ne savait pas qu'il avait affaire à des prostituées. Entre amis qui parfois n'hésitent pas à se gargariser de leurs rencontres et de leur capacité de séduction, cette théorie du complot et de l'omerta me semble peu crédible. Dominique Strauss-Kahn affirme n'avoir commis ni crime ni délit. Accusé de proxénétisme aggravé aux côtés de Dominique Alder-Verleide, dit Dodo la Saumure, ce dernier aurait recruté des filles pour des soirées. Il estime que les propos de DSK sont cohérents. Comment vous le trouvez, Dominique Strauss-Kahn, lorsqu'il est là-bas? Il est bien, logique, égal à lui-même. Enfin bon, il n'a rien fait d'extraordinaire, et puis il dit rien d'extraordinaire. Il s'exprime, il dit la vérité, point final. La journée a été ponctuée par des témoignages parfois très crus d'anciennes prostituées. DSK sera présent demain au tribunal pour la suite du procès, où il est désigné comme le principal bénéficiaire des rencontres organisées à Lille, Paris et Washington. Mais avec quoi contrôle-t-il notre étage, qui, comme vous l'avez compris, est le plus important? L'argent est un levier magnifique capable de contrôler plusieurs étages qui n'existent que pour nous occuper, pour nous distraire, pour nous diviser et pour maintenir leur système. C'est le fameux effet du pain et des jeux en version 3.0. Aujourd'hui, ce ne sont plus les jeux du cirque, ce sont les clashs sur TikTok, les émissions de télé-réalité, les débats politiques montés comme des feuilletons. On vote avec ses émotions, on réagit avec ses peurs et on consomme sa prison avec enthousiasme. Mais une fois que vous comprenez que vous êtes ce qu'ils échangent réellement, alors seulement vous verrez que ce monde n'est plus fondé sur la richesse, mais sur l'exploitation de votre attention, de votre sueur et de votre résignation. Ton cerveau est devenu le produit. Chaque clic est une ressource, chaque émotion une donnée vendue. C'est ça l'économie cognitive. La dernière frontière. Les GAFAM ne vendent pas des produits, ils vendent ta réactivité, ta colère, ton addiction. L'esclavage moderne ne passe plus par des chaînes, il passe par des notifications. Ainsi, ils contrôlent notre étage avec l'argent et son manque. Avec la peur, comme la pandémie du Covid, un test de soumission planétaire, un crash test mental, un laboratoire à ciel ouvert, et ça a marché. Le monde s'est arrêté sans une seule balle tirée, sans un missile lancé. Le Premier ministre annonce se préparer à un prolongement du confinement avec un durcissement des règles dès ce mardi. Sortir pour promener ses enfants ou pour faire du sport, ça doit être dans un rayon de 1 km de chez soi, au maximum pour 1 heure, et évidemment tout seul et 1 fois par jour. Nous avons pris la décision de fermer les marchés ouverts. Une exception reste possible pour les marchés, uniquement sur décision du préfet, s'il se révèle indispensable pour les petites communes. Les confinements simultanés dans plus de 150 pays ont été décidés sur la base de modèles fournis par des institutions comme l'Imperial College de Londres, financés entre autres par la Fondation Gates. Ces modèles prédisaient des millions de morts qui ne sont jamais venus. En mars 2020, la population mondiale a été enfermée non pas par les faits, mais par des prédictions statistiques. C'était une première dans l'histoire et ça a fonctionné. Mars 2021. Un grand nombre de personnes ont réalisé que les individus vaccinés
devenaient quasiment tous électromagnétiques à minima au point d'injection. Mai 2021, en Espagne, le docteur Pablo Compra découvrait par le biais de son microscope électronique à transmission la présence de milliards de nanoparticules d'oxyde de graphène dans les flacons Comirnaty de Pfizer. En Italie, les docteurs Gatti et Montanari découvraient les mêmes composants inorganiques avec leur microscope électronique à balayage environnemental. Ils ont également découvert plusieurs dizaines d'autres composants qui ne figuraient pas dans la liste des composants officiels déclarés par les sociétés pharmaceutiques. En Argentine, Lorena Di Blasi et Marcela Sangorin ont fait les mêmes découvertes, mais en pire s'agissant des métaux lourds et des composants non déclarés. 55 composants non déclarés, dont certains sont mortels. En Allemagne, en Angleterre, en Corée ou encore en Australie, même recherche, même résultat, même constat. Rappelez-vous qu'en août 2021, au Japon, le ministère de la Santé a fait retirer tous les lots des vaccins de la société Moderna en raison d'une découverte de contamination. Mais de quelle contamination parle-t-on? Aujourd'hui, tous ces chercheurs sont formels. Il ne s'agit pas d'une contamination, mais d'un véritable crime contre l'humanité. Un crime machiavélique, organisé et planifié depuis longtemps. Ce que vous voyez sur ce poster, ce sont les meilleures images que nous ayons actuellement en notre possession. Ces photos représentent les nanoparticules disposées en nanoréseaux auto-assemblés. Ils sont présents dans tous les vaccins anti-Covid-19, peu importe la société pharmaceutique qui les produit. Sinopharm, Sinovac, Turcovac, n'importe. Les photos remarquables que vous voyez là nous viennent d'Australie et ont été prises par le docteur David Nixon. À votre avis, à quoi avons-nous affaire? Je vous pose la question, qu'est-ce que c'est que ça? C'est ce qui se trouve dans les vaccins. Si vous pensez que je suis un fanfaron, un clown, quelqu'un qui vient ici pour se faire voir, qui raconte des bêtises, moi je prends un engagement ici devant vous. Si vous ne trouvez pas ces nanotechnologies dans les vaccins, j'accepte d'aller une année entière en prison ici à Luxembourg, à mes frais. Si vous ne trouvez pas ces nanotechnologies dans les vaccins, c'est que je suis un escroc. J'accepte même de faire non pas une année de prison, mais de faire 2 années de prison. Les gens éveillés confondent nouvel ordre mondial et gouvernement mondial. Le nouvel ordre mondial existe depuis plusieurs décennies, avant même la naissance de la majorité d'entre nous. Le gouvernement mondial, lui, comme le disaient les Georgia Gibson, mystérieusement dynamité une fois trop exposé, nécessite de réduire la population mondiale à environ 500 millions d'individus. Car selon eux, contrôler totalement et en toute sécurité plus de monde est impossible. Ces pierres dressées en 1980 dans l'état de Géorgie inscrivaient clairement maintenir l'humanité en dessous de 500 millions d'individus en perpétuel équilibre avec la nature. Rédigée en 8 langues, elle portait aussi des messages sur une nouvelle gouvernance mondiale, une langue unique et un tribunal global. Officiellement détruite en 2022 après une explosion inexpliquée, elle n'avait jamais vraiment été médiatisée. Car cette monnaie d'échange que nous sommes, il faut la garder sous contrôle. Alors elle nous gave de distractions, de TikTok, de télé-réalité, de clashs stériles et de vidéos d'abrutis qui se filment en train de faire du vide. TikTok, propriété de ByteDance, société contrôlée par le Parti communiste chinois, a été massivement promue dans les pays occidentaux. Pendant que la version chinoise, Douyin, propose uniquement du contenu éducatif, scientifique ou patriotique aux jeunes. Pendant que l'Occident dégénère en chorégraphie absurde, l'Est façonne ses élites. Ils nous endorment avec l'argent qu'on n'aura jamais, la peur qu'on ressent toujours, les fables qu'on ne questionne plus, le divertissement qui nous détruit et nous affaiblit, le sexe qui nous enchaîne et la nourriture qui nous intoxique. Les aliments ultra transformés conçus pour provoquer dépendance et inflammation sont aujourd'hui responsables de plus de 70% des apports alimentaires dans les pays industrialisés. PCB Monsanto knew, but what exactly did they know? An environmental organization in Washington, D.C., headed by Ken Cook, has put internal Monsanto files online. Most of them are classified confidential. FYI and destroy. 1937, exposure to PCBs provokes systemic toxic effects and acne-form skin eruption. In 1961, 2 workers developed hepatitis symptoms after a pipe broke in a factory using PCBs. In 1966, Monsanto scientists placed fish in Snow Creek's water. All were dead in 3.5 minutes.
pollution, a letter addressed to sales executives in 1970. Et pendant que nous mangeons des calories mortes, BlackRock investit dans des startups de viande de culture, d'insectes industriels et de farine de grillons. Ce n'est pas de la fiction, c'est inscrit dans leur portefeuille. Tout est là pour t'empêcher de penser. Parce que penser est dangereux, penser te rend imprévisible, penser te libère. Alors, ils ont inventé les narratifs de contrôle, des mensonges officiels transformés en dogmes, comme le réchauffement climatique pour te faire culpabiliser de respirer et introduire ton passe carbone comme un colis électronique. D'ailleurs, l'outil Carbon Footprint Tracker de Mastercard, développé avec Doconomy, permet déjà de bloquer les paiements lorsqu'un quota carbone personnel est dépassé. Doconomy did the opposite by launching Do Black, the world's first credit card with a carbon limit. Simply put, it's the first credit card ever to stop you from overspending. Not based on your available funds, but rather on the levels of CO2 emissions caused by your consumption. Do Black helps you track your climate impact and ensures that you reduce it by 50% in line with the UN 2030 recommendation. En parallèle, l'ONU pousse pour un score carbone individuel. C'est en test dans 4 pays. C'est ainsi qu'ils instaurent l'éco-anxiété pour que tu restes à genoux au nom de la planète, les identités multiples pour diviser la masse en micro-communautés hystériques et l'inclusion forcée pour mieux dissoudre les repères. Le transhumanisme culturel avance en fracturant l'identité, pendant que chacun se bat pour son genre, sa vérité, son drapeau, sa lutte et les architectes du chaos rigolent. Diviser pour mieux régner n'a jamais été aussi raffiné. Plus besoin d'armée, un hashtag suffit. La digitalisation de tout pour que ton humanité devienne un QR code, la viande synthétique, les insectes pour les pauvres, le crédit social, les CBDC, la monnaie programmable pour te punir quand tu dévis. D'ailleurs, la Chine a déjà son crédit social. Le Nigeria, lui, a testé la monnaie numérique programmable. En Europe, l'euro numérique est en phase d'implémentation. Programmable, piste d'usage écologique et comportementale, c'est écrit noir sur blanc dans les rapports de la BCE. L'euro numérique sera la version digitale des pièces et billets physiques en euros. Il aura exactement la même valeur et pourra être utilisé dans les mêmes conditions, acheter une glace ou des vêtements ou encore transférer de l'argent pour un anniversaire, y compris à l'étranger. Vous pourrez par exemple utiliser un QR code pour effectuer un paiement à partir d'une application sécurisée sur votre téléphone et même effectuer des paiements sans connexion Internet. Quand il sera totalement déployé, les commerçants devront accepter l'euro numérique comme ils le font aujourd'hui pour l'argent liquide. L'euro numérique est très différent des crypto-monnaies car il est soutenu par la Banque Centrale Européenne, ce qui garantit sa stabilité. L'idée c'est que dans un monde numérisé, l'euro numérique permette à chacun d'effectuer des paiements sûrs à qui il veut et où qu'il se trouve dans la zone euro. Quels seraient les avantages pour les citoyens européens d'utiliser l'euro numérique? Si on essaie de se représenter ce qu'est l'euro numérique, voici un portefeuille où il se trouve que j'ai aussi de l'argent liquide en euros. Mais je ne veux pas me servir de ce billet de 50 € parce que je compte l'utiliser pour autre chose. Je pourrais donc décider d'utiliser le portefeuille numérique pour régler ces boissons en euros. Aujourd'hui, les gens payent en espèces, mais ils utilisent de plus en plus des cartes bancaires ou leur téléphone. Et nous voulons avoir l'option de l'équivalent des espèces en format numérique. Aujourd'hui, nous avons proposé une législation, mais ce n'est que le début du processus. Comment serait-il différent d'un paiement sans contact, par exemple? C'est différent parce qu'il s'agit d'une monnaie de banque centrale, alors que les autres paiements correspondent à de la monnaie privée. Vous connaissez donc sa valeur. C'est pourquoi nous voulons transposer ce même principe à l'ère numérique. Ils ont aussi instauré le capitalisme émotionnel. Tu vends ton image, tes émotions, ta colère, ta joie, et tu t'appauvris en échange. Sur Instagram ou TikTok, l'émotion devient produit. Tu monétises ta souffrance, ton sourire, ta tristesse, tu t'auto-objectifies. Le système t'apprend à te vendre, mais ne t'enseigne jamais à te posséder. Mais tout ça, c'est un passé lointain. C'était avant l'arrivée de l'intelligence artificielle qu'ils testent et maîtrisent depuis des décennies comme n'importe quelle technologie qu'ils ont des générations avant de les balancer au grand public. En 1965, l'IA est déjà évoquée dans des mémos de la Rand Corporation. Des projets comme Project Cybersyn au Chili dans les années 70 visaient déjà le pilotage algorithmique d'un pays tout entier. Aujourd'hui, le modèle crédit social plus IA plus surveillance faciale est un système totalement opérationnel en Chine. Pourquoi penser qu'il n'est pas en développement ailleurs? Dans quelques années, quand l'intelligence artificielle sera à son paroxysme, ils n'auront plus besoin du dernier étage. Vous avez été utile, vous avez été rentable, mais les algorithmes bossent mieux que vous, plus vite et ne se révolteront jamais. Pas de pause, pas de conscience. L'IA signe la fin du dernier étage, la fin de l'employabilité de masse et donc la fin de la nécessité de maintenir autant de gens en vie. En 2023, Goldman Sachs estimait que 300 millions d'emplois seraient automatisables dans les 10 prochaines années. Quand tu n'es plus utile, tu deviens un coût.
Ils ne veulent plus vous contrôler, ils veulent vous remplacer. Et quand la machine fera mieux que l'homme deviendra un bug, un résidu inutile, un danger potentiel. Alors, la réduction de la population ne sera plus un fantasme, ce sera une optimisation, une purge, un grand ménage au nom du progrès. Le Forum économique mondial parle déjà d'un futur où l'homme coexistera avec la machine jusqu'à sa redondance. My sense is we should let people do what they're good at, and we should let robots do what they're good at. So people are very good at dexterous manipulation, and there are many researchers working on dexterous manipulation right now. It's super important, but robots aren't quite as good as we are. People are also very good at empathy and social interaction and understanding, and robots are not. And I don't think robots should be. I think we should be developing robots that are amplifying human effort, that are taking things that humans might not have to do, and taking over those roles and allowing people to be more human and to be more people. So that's kind of my take. Ça ne sort pas d'un roman dystopique, c'est dans les documents officiels. Et ceux qui survivront seront les mieux dressés, les plus dociles, les plus connectés, les plus compatibles avec le système. Les autres seront supprimés, étiquetés complotistes, extrémistes, non essentiels. Ils seront effacés sans même que le monde ne s'en émeuve. Alors non, la révolution n'est pas la solution pour retrouver la souveraineté. Le soulèvement du dernier étage est un fantasme de film, une illusion romantique pour esprit désarmé. Une révolution est peine perdue. On n'abat pas une forteresse avec des pancartes. Ils ont anticipé la colère depuis bien longtemps. Ils ont prévu la révolte, modélisé la violence et planifié la chute. Ils sont trop en avance technologiquement, stratégiquement, psychologiquement et, avouons-le, intellectuellement. Et ils sont mieux préparés, plus froids, plus méthodiques, plus patients et infiniment plus structurés et plus unis. Les révolutions sont des supercheries, des jeux de dupes fomentés par les étages supérieurs. À chaque fois que le peuple se soulève, c'est un autre de leurs pions qui s'assied sur le trône. Même le mot révolution trahit. L'étymologie de révolution est revolvere, tourner, revenir au point de départ, tourner en rond. Et pendant que le dernier étage tourne, eux avancent. Alors quelle est la seule véritable issue ? Eh bien c'est l'éducation. Pas l'éducation nationale, ton éducation à titre personnel, ta reconstruction, ton élévation. Mais ceux qui s'en sortent ne sont pas les solitaires brillants, ce sont les conglomérats discrets, les tribus, les réseaux, les cercles fermés comme ce que nous faisons avec Syndicate, les familles unies, parce que l'union fait la force. Mais l'union des éveillés ne permet non pas de renverser le système, mais de le maîtriser et de s'en sortir. Le système, lui, s'effondrera probablement bien après notre mort. Tu dois t'éduquer, tu dois comprendre les lois invisibles du monde, tu dois te forger une conscience affûtée, une volonté armée, une discipline de fer et surtout, tu dois t'allier à ceux qui ont les mêmes yeux que toi, la même lucidité et les mêmes ambitions. C'est exactement ce que l'on construit avec Syndicate. Un cercle, un réseau d'entraide privée, un bastillon, un sanctuaire de réarmement intellectuel permettant de se développer dans tous les domaines essentiels liés de près ou de loin à l'émancipation. Un noyau dur de gens fatigués de la pyramide, un conglomérat de gens issus des quatre coins du monde, triés sur le volet par nos soins, qui veulent non pas détruire ou quitter la pyramide, mais la maîtriser pour s'en prémunir. Regarde autour de toi, regarde ce que tu es devenu, ce que nous sommes devenus. Effacez un peuple de l'histoire et vous effacez son droit à exister. Et pendant qu'ils effacent, ils réécrivent encore et toujours l'histoire. Qui contrôle le passé, contrôle l'avenir. Et qui contrôle le présent, contrôle le passé. Tu ne sais plus qui tu es parce que tu ne sais plus d'où tu viens. Ils ne veulent pas que tu sois esclave, ils veulent que tu oublies que tu as été libre. On a appris à sourire avec des chaînes, à vivre sans penser, à souffrir en silence, à applaudir notre propre domestication. On a appris à avoir peur de la vérité et à aimer notre bourreau. Tout ça au nom du confort, du progrès et de la paix. Mais maintenant, tu sais que ce monde n'a rien de neutre, tu sais que l'effondrement est programmé, que la démolition est volontaire et que ceux qui prétendent te sauver ont toujours été ceux qui t'éteignent. Ce n'est pas un effondrement, c'est un effacement, progressif, précis et scientifique. Et pendant que l'homme moderne se bat pour changer de genre, il ne voit même plus qu'on lui a volé son espèce. Et au sommet, l'État ne protège plus, il programme. Il ne représente plus, il conditionne. Un pouvoir qui n'a pas besoin de se montrer est un pouvoir total. Il n'a plus besoin de surveiller, tu t'auto-surveilles. Il n'a plus besoin de forcer, tu consens. Quand l'État ne vous protège plus, il vous programme. Et ceux qui prétendent te défendre sur la scène mondiale, ils dessinent les cartes de la guerre pendant qu'ils te parlent de paix. La démocratie est le camouflage du pouvoir des banques, des empires et de l'ultime étage. Ce que tu appelles politique étrangère, c'est de la stratégie impériale. Ce que tu appelles diplomatie, c'est de la soumission programmée. Ce que tu appelles de la gouvernance n'est que du managériat. Mais le plus grand piège, c'est que tu crois encore avoir le choix. Les chaînes de l'esclave ne sont brisées que pour être remplacées par des fils invisibles. Les hommes n'acceptent le joug que lorsqu'ils croient qu'il est une couronne.
Tu votes, tu consommes, tu protestes, tu crois être libre et pourtant tu ne décides de rien. Tu veux retrouver la souveraineté? Tu veux reprendre le contrôle? Commence par restaurer la conscience. Aucun vent n'est favorable à celui qui ne sait pas où il va. Le destin des nations se forge dans les esprits avant de se jouer dans les rues. Et surtout, souviens-toi, les civilisations ne meurent pas assassinées, elles se suicident. Tu veux sauver ta nation? Alors commence par sauver ta mémoire. Mais ce que tu viens d'entendre n'est qu'un prélude. Une brèche dans la façade, une égratignure sur le masque. Tu n'as encore rien vu. Il reste plusieurs questions en suspens, dont une inévitable, intenable, qui n'est pas pourquoi tout ça existe, mais qui l'a mise en place. Qui tire les ficelles? Qui possède ton temps, ton travail, ton attention, tes enfants, tes rêves, ton histoire? Qui orchestre ce cauchemar? Qui possède ceux qui possèdent les médias? Qui possède les milliardaires? Qui possède les banques? Qui possède les présidents? Les algorithmes, les manuels scolaires, les réseaux sociaux, les crises? À qui tout cet étage de l'oligarchie rend-il des comptes? Dans le prochain épître, tu découvriras les familles que tu n'as jamais vues, dont tu n'as jamais entendu parler, les dynasties, les lignées, celles qui n'apparaissent jamais aux élections, mais qui contrôlent chaque vote, celles qui ne font pas la une, mais qui rédigent les narratifs des journaux, celles qui ne te parlent jamais, mais qui possèdent ton attention, ton agenda et bientôt ton ADN. Et quand tu sauras qui tient les rênes, alors seulement tu comprendras pourquoi ton monde s'effondre si parfaitement. À ce stade, ce n'est plus une théorie, c'est une mécanique. Et tu es au centre de la matrice. Sapere aude.